sorcellerie de l'écrivain. On se retrouve pour une petite vidéo que je sors un peu de derrière les fagots parce que nous sommes le mardi 11 février et que celle de demain n'est pas du tout prête vu que je suis en train de la tourner. Donc, point positif pour moi, j'ai commencé un petit taf en formation pour adultes. Pour moi, ça s'est bien passé, on va voir. Il y a d'autres dates de prévues. Et les comités de lecture se lancent, ce qui fait que mon temps devient un peu plus rare. Je n'ai pas lu suffisamment pour vous proposer quelque chose. Donc je me suis un petit peu creusé la tête, mais pas très longtemps, parce que je viens d'écouter la dernière vidéo du club d'écriture où on parle sans filtre, quelque chose comme ça, c'est peut-être pas dans le bon ordre, qui parlait des incipits. Donc les incipits, soit les premières phrases, donc comment faire un début de roman efficace. C'est un podcast que je vous conseille très fort pour ceux et celles qui écrivent, parce que, alors déjà, c'est hyper agréable à écouter, hein, c'est 5 amies autrices qui se réunissent tous les mois à peu près sur une thématique commune. Elles parlent un petit temps de leurs actualités, autant en termes de sortie que d'avancement de projets de romans, et ensuite elles déclinent sur une thématique précise. Et donc ce coup-ci, c'était les incipits, les débuts de romans qui emportent le lecteur. Donc je me suis dit, allez, un truc que je pourrais faire, c'est remplir mon petit panier. Je vais voir j'ai choisi en fait de partir sur les incipits des grosses ventes, des top ventes. Je pense que ça va se rejoindre sur Amazon et sur le site de la Fnac, ce qui fait que je pense que je vais partir sur les top ventes poche chez Amazon et les top ventes brochées sur le site de la Fnac, et partir sur les top ventes occasion sur Gilbert Joseph. Mais petite règle, c'est l'incipit, ça va être 10 phrases minimum. Ce qui veut dire que si le premier paragraphe ne fait que 4 phrases, je lirai le second paragraphe. L'incipit, ça va être que des romans, que des premiers tomes. Donc s'il y a un deuxième tome ou un troisième tome est sorti, je ne lis pas. Donc plutôt pas de poésie, plutôt pas de nouvelles parce que ça va pas avoir un grand sens. Donc roman, premier tome, 10 premières phrases. Est-ce que ça me convainc ou pas? Il y a peut-être des choses que je connais pas du tout. Et souvenez-vous, moi souvent, le fait de qu'un livre se vende très bien, c'est pas un critère d'achat pour moi. Parce que souvent j'aime pas spécialement ce qu'aime tout le monde, donc voilà. J'ai donc dit top vente poche chez Amazon. C'est parti. Ce que je vais sélectionner en poche, je ne le sélectionnerai pas évidemment en grand format sur le site de la Fnac. Donc c'est parti. On commence par la meilleure vente poche, c'est La femme de ménage de Freida McFadden. On est aux éditions J'ai lu. En sous-titre, on a Elle connaît vos secrets, découvrez les siens. C'est une traduction de Karine Forestier, traduit de l'anglais. Si je quitte cette maison, ce sera menottes au poignet. J'aurais dû m'enfuir quand j'en ai eu l'occasion. À présent, ma chance est passée. Maintenant que les policiers sont dans la maison et qu'ils ont découvert ce qu'il y a en haut, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ils sont à 5 secondes de me lire mes droits. Je ne sais pas trop pourquoi ils ne l'ont pas encore fait. Peut-être qu'ils espèrent me piéger, que je leur dise quelque chose que je ne devrais pas. Bonne chance, les gars. Bonne chance, les gars. Le flic aux cheveux noirs parsemés de gris est assis sur le canapé à côté de moi. Il déplace sa carcasse trapue sur le cuir italien caramel brûlé. Je me demande quel genre de canapé il a chez lui. C'est sûr que le sien ne coûte pas autant que celui-ci. Probablement un truc d'une couleur naze, genre orange, couvert de peau de bête, et plein de petites déchirures au niveau des coutures. Je me demande s'il pense au canapé qu'il attend chez lui, et s'il se dit qu'il aimerait en avoir un comme ça. Eh ben franchement, moi ça me donne envie. Ça me donne envie, donc je l'ajoute au panier. Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. On est chez le livre de poche. Petitesannonces.fr. Sujet: recherche compagne de voyage pour ultime escapade. Auteur: Émile 26. Date: 29 juin, 1h02. Message: jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage.
Recherche compagnon, compagne d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Itinéraire à valider ensemble. Alpes, Hautes-Alpes, Pyrénées. Voyage en camping-car avec passage en randonnée, sac à dos étant à portée. Conditions physiques convenables à avoir. Bon, vu comment c'était fait, je m'arrête là. C'était assez particulier du coup. C'est intriguant. Je pense qu'il y a un côté assez tire-larme. On comprend tout de suite ce qui s'est passé. Comme dans La femme de ménage, on comprend que elle risque d'avoir un souci. Et là, on comprend qu'il va sans doute y avoir un voyage entre quelqu'un qui est peut-être en fin de vie, ou qui va peut-être perdre la tête, entre guillemets, et une personne qui répond à cette annonce, et c'est la première meilleure vente dans la littérature francophone. Et ben moi, ça me donne pas méga envie, parce que je soupçonne que ça va être assez tire-larme. Et c'est pas spécialement le truc que j'ai envie de lire ces temps-ci non plus, parce que hein, la grand-mère, etc. Donc ça me donne pas spécialement envie. On a ensuite La sage-femme d'Auschwitz de Anna Stuart aux éditions J'ai lu. Si vous avez vu ma tête, vous comprenez à quel point je suis motivée. Après, la photo est belle. Enfin, l'image, la couverture est jolie, même si c'est pas. C'est une traduction de City Edition. C'est peut-être un truc. Je sais pas ce que c'est. Avril 1946. Il y a des petits lits partout. Ils remplissent tout l'espace de cette salle bruyante, et chacun contient un bébé aux yeux grands ouverts. Ce n'est pas de l'espoir que l'on lit dans leurs yeux, ils sont encore trop petits pour ça, mais une sorte de besoin qui me va droit au cœur, et même plus profondément encore, jusque dans mon ventre. Voilà longtemps que je n'ai pas porté d'enfant, mais peut-être cette sensation ne nous quitte-t-elle jamais vraiment. Peut-être que tous les enfants que j'ai mis au monde ont laissé derrière eux un petit fragment de cordon ombilical qui me rend plus sensible au regard des bébés. Et peut-être que tous les enfants que j'ai aidés à venir au monde au cours de mes 27 années en tant que sage-femme m'ont influencé de la même manière. J'avance de quelques pas dans la pièce. Les lits d'enfants sont vieux et sommaires, mais propres et faits avec soin. Dans l'un d'eux, un bébé pleure, et j'entends une voix de femme entonner une berceuse d'une voix douce et apaisante. J'ai un énorme a priori sur ce type de bouquin, parce que je pense que c'est également quelque chose de tire-larme. C'est un roman qui est inspiré d'une incroyable histoire vraie. Ça, c'est le sous-titre sur la couverture. Je suis assez partagée, mais je pense que je vais le mettre dans le panier. Ça va être vite fait, dis donc. Le tatoueur d'Auschwitz. Ça se voit la motivation? Donc le tatoueur d'Auschwitz, on est sur un livre d'Heather Morris qui est publié aux éditions J'ai lu. Et il y a une série sur la 6, je crois, mais je n'ai pas spécialement envie parce que... Donc traduction City Edition également. Arrête. Moi, ça me gêne un petit peu de se faire de la thune là-dessus. Je dis ça, je dis rien. Parce qu'on est... Ah non, ça suffit. Non, bouge. Allez. Bon, je suis assez partagée sur le fait de se faire de l'argent sur sur ça. Je préférerais presque que ce soit quelque chose de moins romancé et plus témoignage. Ça me gêne. Je trouve que c'est un peu trop proche en fait encore. Il y a encore des gens qui ont survécu à ça, qui sont vivants. Donc ça me gêne un peu, mais comme le bouquin précédent. Leil s'efforce de ne pas lever les yeux. Il tend la main pour prendre le morceau de papier que la jeune fille lui présente. Il doit reporter les 5 chiffres sur son bras gauche. Il y a déjà un numéro pratiquement effacé. Il enfonce l'aiguille, effectue un grand nombre de petites piqûres pour tracer un 3, le plus délicatement possible. Le sang suinte. L'aiguille n'est pas allée suffisamment en profondeur. Il est contraint de recommencer.
Elle accepte la douleur que Leigh lui inflige sans broncher. Elles ont été prévenues ne rien dire, ne rien faire. Après avoir essuyé le sang, il appose de l'encre verte sur la peau incisée. Ben non, pas envie. Pas envie. Pas envie. On avait Antigone d'Anouilh. C'est étonnant d'ailleurs. C'est une nouvelle édition apparemment qui est vraiment belle. Donc aux éditions Poche, j'arrive pas à lire le... La petite Vermillon. La table ronde, édition La table ronde, pardon. Je vous lis les 10 premières phrases du prologue. C'est un livre que je ne mettrai pas dans mon panier parce que je l'ai déjà. Et que je vous conseille à tous de lire, qui est très très beau. Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous tous, qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Lisez-moi cette pièce de théâtre, mon Dieu, elle est tellement belle. Vous vous doutez bien, c'est une tragédie grecque, ça finit pas bien, mais c'est putain de beau et c'est un portrait de l'adolescence qui est juste magnifique. Et la langue la langue de Jean Anouilh, enfin le style est sublime. Donc je trie, je le mets pas dans mon panier, mais je vous conseille sa lecture. L'étranger d'Albert Camus, j'ai jamais réussi à le lire. Je crois que je l'avais commencé et j'avais pas aimé. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain. Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances, mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. Les motos passent trop vite. C'est très bien écrit. Je crois me souvenir que c'est quelque chose qui n'est pas forcément ultra réjouissant, donc ça me donne pas spécialement envie. Donc, retour. Oui, je viens de claquer la porte au nez d'Albert Camus. Suivant, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. On est aux éditions Le Livre de Poche. Un seul être nous manque et tout est dépeuplé. Donc ça, c'est une citation. Mes voisins de palier n'ont pas froid aux yeux. Ils n'ont pas de soucis, ne tombent pas amoureux, ne se rongent pas les ongles, ne croient pas au hasard, ne font pas de promesses, de bruit, n'ont pas de sécurité sociale, ne pleurent pas, ne cherchent pas leurs clés, leurs lunettes, la télécommande, leurs enfants, le bonheur. Ils ne lisent pas, ne payent pas d'impôts, ne font pas de régime, n'ont pas de préférence, ne changent pas d'avis, ne font pas leur lit, ne fument pas, ne font pas de liste, ne tournent pas 7 fois leur langue dans la bouche avant de parler. Ils n'ont pas de remplaçants. Ils ne sont pas lèche-cul, ambitieux, rancuniers, coquets, mesquins, généreux, jaloux, négligés, propres, sublimes, drôles, accros, radins, souriants, malins, violents, amoureux, râleurs, hypocrites, doux, durs, mous, méchants, menteurs, voleurs, joueurs, courageux, feignants, croyants, vicelards, optimistes. Ils sont morts. La seule différence entre eux, c'est le bois de leur cercueil, chêne, pin ou acajou. Je vais pas aller plus loin parce que c'était le premier paragraphe. Et ben, c'est étonnamment
J'essaye de pas lire le résumé, mais c'est vachement intriguant. Alors, il y a le côté liste un petit peu, un peu inventaire à la Pérec, là, qui est assez intriguant, ma foi. Bah écoutez, je vais l'ajouter. Alors souvent, moi, quand je cherche des bouquins, ce qui va me déclencher quelque chose, c'est généralement le quatrième. Donc là, je suis en train de... Enfin là, je sais pas trop de quoi ça cause, mais je trouve ça assez sympa comme exercice. Personne ne doit savoir de Claire McGowan. On est aux éditions Hauteville, traduit de l'anglais Irlande par Odile Carton. Je vous lis le début du prologue, les 10 premières phrases minimum. Quand cela cesse, elle est allongée dans l'herbe, le visage contre le sol. L'odeur de la sève l'assaille, des brindilles lui griffent la peau. Elle retrouve peu à peu les sensations de son corps. Sa gorge sifflante brûle là où il l'a étranglée. Il l'a étranglée. Elle n'en revient toujours pas. La pression de ses mains autour de son cou, la panique qui la saisit, alors qu'elle tentait désespérément de reprendre son souffle et que l'air refusait d'entrer, le poids de l'homme l'écrasant sur le sol. Ses jambes sont froides, couvertes d'égratignures sous ses pieds nus. Elle sent la pelouse humide. Elle a mal à la tête, la langue sèche. Elle devine d'autres sensations désagréables qu'elle n'arrive pas encore à identifier. Elle ouvre la bouche pour crier, mais sa voix s'est éteinte. C'est comme dans ses rêves où vous hurlez à la mort sans produire le moindre son. Elle essaie de bouger, de se redresser, pour se prouver qu'elle est toujours vivante, qu'elle n'a pas mal. Oh, mais si, elle a mal. Et elle est soudain traversée par une douleur fulgurante. On est sur du thriller, hein. On est à fond sur du thriller. C'est Hauteville Suspense. Ouh, à mon avis, ça commence pas bien du tout pour la petite dame. Et moi qui ai récemment lu les polars de Carl Pino, ça me donne quand même envie, ma foi. Donc pareil, je vais mettre dans le panier. Mais dis donc, suis-je un peu trop influençable? Oui, sans doute. La vague de Todd Strasser et Eau de Carlier, je l'ai déjà lu. Je vous conseille. Assise dans la salle du journal du lycée Gordon, Laurie Sanders mâchouillait le bout d'un stylo bic. C'était une jolie fille, aux cheveux châtains coupés courts, qui souriait presque tout le temps, sauf lorsqu'elle était préoccupée ou qu'elle mordillait un stylo. Ces derniers temps, elle en avait rongé des tonnes. En fait, il n'y avait pas un seul crayon ou stylo dans son sac qu'elle n'ait mâché nerveusement. Pour lutter contre le stress, c'était toujours mieux que la cigarette. Laurie balaya la petite salle du regard. Elle était remplie de bureaux, de machines à écrire et de tables lumineuses. À cette heure-ci, la rédaction du Gordon Grapevine, le journal de l'établissement, aurait dû être en pleine ébullition. Les journalistes en herbe apportant la dernière touche à leurs articles et les maquettistes finalisant la mise en page du dernier numéro. Pourtant, à part Laurie, la salle était déserte. Et tout ça pourquoi? Parce que dehors, il faisait un temps splendide. Alors, je trouve le prologue très efficace. Bon, on n'a pas tout lu, évidemment. C'est même pas le prologue, c'est le premier chapitre. J'ai zappé l'avant-propos qui expliquait, qui venait mettre en fait un contexte sur ce bouquin-là. Pour vous résumer en gros, parce que je l'ai lu et j'ai vu le film aussi, c'est un livre qui est assez flippant, parce qu'il va aborder la question de... Je pense que c'est un prof d'histoire qui raconte en fait à sa classe, qui enseigne à sa classe les mécanismes pour embrigader les gens. Donc le fait de marcher au pas, choisir un hymne, s'habiller pareil, choisir un signe, je vous fais pas de dessin, et ce qui fait qu'il va essayer en montrant ce qu'est l'embrigadement, il va les embrigader eux-mêmes, et c'est une expérience sociale qui tourne pas bien. C'est un livre que j'ai aimé, c'est un film que j'ai aimé, et c'est probablement un bouquin et un film que je ne regarderai plus. Parce que, pas forcément, je sais même plus comment ça finit, mais j'ai pas envie de lire ça maintenant. Kilomètre zéro de Maud Ankoua, on est aux éditions J'ai lu. Je pensais que c'est, en fait, vu comment est marketé le livre, je pensais que c'est un truc de développement personnel. J'avais tort. Il y a une citation de Sébastien Provost. Il faut plus de force de caractère pour comprendre un adversaire que pour le rejeter. Je hélais un taxi et traversai Paris jusqu'au Panthéon.
Je n'étais pas venue dans ce quartier depuis 5 ans, lors de ma dernière prestation à l'école normale supérieure, ENS. Par manque de moyens, nous avions choisi de faire du lobbying direct dans les meilleurs établissements d'ingénieurs, souhaitant attirer une masse de surdoués dans l'usine que nous avions créée, une start-up de génie où je passais chaque heure éveillée depuis 8 ans, espérant le miracle. Mes fonctions de directrice financière s'étaient rapidement élargies. Directrice juridique, directrice des ressources humaines, directrice de filiale, j'apprenais tout ce que je pouvais à m'en étouffer. Il me restait peu de temps pour finaliser tous ces dossiers et profiter enfin de quelques jours de vacances. Comme chaque jeudi, je quittais le bureau plus tôt pour rejoindre la salle de sport. Au programme, 90 minutes de tapis de course. Je passais la moitié du temps à rêver, l'air détaché, devant les personnes qui se succédaient sur les différents appareils. Et puis je me rappelais que je devais encore valider mes derniers achats sur Internet. Qu'y avait-il aussi urgent pour que Romane insiste autant? J'étais sans nouvelles d'elle depuis 1 an. Ça donne envie. On est dans des romans de développement personnel, mais on est bien dans des romans. On parle bien d'histoire. En fait, je suis pas très fan du développement personnel parce que ça me touche pas vraiment. Je pense que je suis pas le public cible. Mais par contre, de le faire sous forme de roman, un peu donner des leçons de vie sous forme de roman, je trouve ça mieux que de filer en fait une espèce de recette pour que les gens soient heureux, entre guillemets. Ben ma foi, ça m'intrigue aussi. Bon, j'ai l'impression que j'ai pas tant que ça écarté de livres au final. Je pense que je suis un pigeon. Je l'ajoute au panier qui, si je l'achetais, aurait une valeur de 44,45 €. Donc, je vous fais un petit récap. J'ai La femme de ménage, La sage-femme de Schwytz, Changer l'eau des fleurs, Personne ne doit savoir et Kilomètre zéro. On va passer aux meilleures ventes livres. Meilleures ventes livres sur les sites de la FNAC. Giovanni Falcone de Roberto Saviano. Ok, on est aux éditions NRF Gallimard, traduit de l'italien par Laura Brignon. Je me demande si c'est pas dans le milieu un peu mafieux. Le premier chapitre s'appelle Feu et on est à Corleone en 1943. Une déflagration ébranle la terre, puis partout des cailloux, des lambeaux de chair et des fragments d'os. Pourtant, on croyait que tout cela appartenait au passé, que le diable avait remisé son redoutable tambour, que les sifflements, les détonations et le fracas de la guerre avaient abandonné le ciel, que la pluie de métal était finie. Les bombardements ont cessé pendant l'été. Alors que s'est-il passé? Pourquoi les crucifix pendent-ils maintenant de travers, aux clous plantés dans les murs? La Villa Rua del Piano offre un spectacle infernal. La maison de Giovanni et de sa famille n'existe plus. Des gens se tiennent hagards devant les décombres et les flammes, perçant du regard le nuage de poussière grise. Dans les décombres se trouve le jeune Salvatore, toujours vivant. Gaetano, son frère, est vivant aussi. Il se tord par terre, ensanglanté. Les autres hommes de la famille sont morts. Jusque-là, l'enfer paraissait loin de Corleone. Ici, on travaille, on prie et on fonde des familles. Vache! Ça, c'est un truc en plein in medias res. Alors, ça donne ultra envie. Hein. Je connais pas du tout. Je fais attention de... Je le mets dans mon panier et hop, dans le panier. Bon, pour tout vous dire, je vais pas les acheter, je vais sans doute les transférer dans mes listes. Un avenir radieux de Pierre Lemaître. On est aux éditions Calman Lévy. Très jolie couverture. Les années glorieuses en sous-titre. On est en avril 1959. Premier chapitre, je ne vois que ça. C'est le titre. Colette observa la ferme un long moment, comme si un danger la guettait qu'elle ne discernait pas. Le danger était devant, elle le savait, mais elle jeta tout de même un regard inquiet de l'autre côté, tendit l'oreille. La campagne bourdonnait de mouches, les feuilles des marronniers frémissaient par vagues. Le plus bruyant, c'était son cœur qui cognait à tout rompre. Le sang lui battait les tempes. Elle tressaillit soudain. Le chien avait dû la sentir parce qu'il se mit à aboyer furieusement. Un sale molosse, large comme un veau, aux dents brillantes, qui se sauvait facilement, attaquait sans raison. Des gens s'étaient fait mordre. Depuis que les gendarmes étaient venus, Macagne le tenait attaché dans la journée. Il n'y avait que lui à pouvoir l'approcher. Et Joseph.
Le chat de Colette et lui se haïssaient. Joseph traversait régulièrement le champ pour venir s'installer mollement sur la première branche du tilleul et le narguer, quasiment à portée de laisse, mais pas tout à fait. Le chien, ça le rendait dingue. Là, Joseph procédait à sa toilette et le fixait en souriant. Colette l'avait souvent vu faire. Sauf que cette fois, c'est elle qui devrait éviter d'être à portée de laisse. Pardon. Eh ben, ma foi, là aussi, ça donne envie. Ça donne envie. Ça donne envie. Je le rajoute. Je vous ai dit, 5 articles par panier. Donc du neuf et du neuf. Et de l'occasion chez Gibert. Tout le monde aime Clara de David Fuenquinos. On est aux éditions NRF également. C'est un auteur que j'ai déjà lu, que j'ai aimé, la délicatesse, je pense. Alexis Koskas est probablement un homme de 50 ans. Il lui arrive de se sentir vieux, il lui arrive de se sentir jeune. L'hésitation est le slogan de ses jours. Il a une fille de 17 ans qui s'appelle Clara. Avec sa femme, ils ont décidé de la prénommer ainsi, par passion pour Clara et les chic types, un film qui ressemble à l'époque de son tournage, 1980. C'est une année de désinvolture sensuelle. Il y a quelques mois, l'adolescente a été victime d'un grave accident. Rien n'est plus pareil pour Alexis. Certains de ses mardis sont devenus des jeudis. C'est dans ce contexte qu'il s'est inscrit à un atelier d'écriture. Jusqu'à présent, écrire lui paraissait une activité improbable, réservée aux dépressifs et aux illuminés. Il aimait plutôt son travail au sein d'une banque privée. Alexis était l'un de ces conseillers financiers dont on loue les qualités de gestionnaire et même les prouesses. Le drame a réveillé sa part artistique. En chacun de nous, paraît-il, sommeille l'inspiration. Dans un premier temps, il a songé à s'orienter vers la musique. Il se voyait avec une guitare, jouant ses airs préférés, accompagnant les fins de dîner au moment où plus personne n'a envie de parler. Mais cela lui a semblé manquer d'intensité. C'était une bifurcation trop sage et qui ne demandait pas assez d'efforts. Il avait ensuite pensé à la peinture. Selon lui, c'est l'art suprême. Il s'est vu devant une toile vierge, l'air pénétré, et le tablier moucheté de taches de couleur. Encore une fois, il s'est ravisé, se sentant quasi physiquement incapable de tenir un pinceau, comme si son corps désapprouvait cette nouvelle ambition, y voyant une arrogance déplacée. Restait l'écriture. Il s'agissait de mettre des mots sur des émotions, d'offrir à son imagination une sorte de vêtement concret. Il s'enthousiasma. Oui, c'est ça, je vais écrire. Telle était l'adresse de son nouveau désir. Eh bien, je me souviens pourquoi j'aime David Fuenquinos. Et hop, dans le panier. J'aime beaucoup J'aime beaucoup le style. Là aussi, ça me parle. Ça a l'air de parler de trucs qui sont peut-être un petit peu chauds. Il y a l'Odyssée d'Homère. On est aux éditions Belin. Alors je vais voir, c'est quoi? Ah oui, c'est avec... je crois qu'on peut avoir accès à l'audiobook en même temps. C'est une adaptation de Florence Cognard et c'est une version de texte accessible aux élèves 10. Invocation à la muse. Je crois que je vais juste vous lire ça. Conte-moi, muse, l'homme aux mille ruses, qui erra si longtemps après avoir dévasté la ville sacrée de Troie. Il vit les cités de nombreux peuples et il connut leurs coutumes. Il endura de nombreuses souffrances sur la mer en luttant pour sa survie et le retour de ses compagnons. Mais il ne les sauva pas malgré son désir. Ils périrent à cause de leur impiété, les fous, pour avoir mangé les bœufs du dieu soleil. Ce dernier les priva du retour. Conte-nous une partie de ses aventures, déesse, fille de Zeus. Bon, je m'arrête là, mais ça donne un petit peu l'intonation. Je ne l'ajoute pas dans mon panier parce que je l'ai déjà, mais je trouve que c'est une belle adaptation. C'est un livre qui coûte 3,70 € ou 3,52 € si vous avez la carte Fnac. La psy de Freida McFadden, qui est l'autrice de La femme de ménage. Je regarde juste si j'ai l'impression que c'est pas dans le même univers que La femme de ménage. Non, c'est autre chose. On regarde, ma foi. C'est c'est un top vente aussi. Top vente en grand format sur le site de la Fnac. Traduit de l'anglais par Karine Forestier. Donc on est sur un thriller aussi. Tout le monde ment.
Il y a des années, une expérience psychologique a été conçue pour estimer la prévalence des comportements mensongers. Elle mettait en scène un distributeur automatique en panne. Les sujets étaient informés que le distributeur automatique dysfonctionnait. S'ils inséraient $1, le distributeur défectueux leur distribuait des bonbons, mais leur rendrait ensuite leurs dollars. En utilisant le distributeur, les sujets constataient que c'était tout à fait vrai. Ils recevaient 2, 3, voire 4 sachets de bonbons gratuits et récupéraient ensuite leur argent. Il y avait un panneau sur le distributeur qui indiquait pour signaler tout dysfonctionnement de ce distributeur, veuillez appeler ce numéro. Détail que les sujets ignoraient, le numéro indiqué était celui de l'un des chercheurs de l'étude. Devinez combien de personnes ont appelé ce numéro pour signaler la panne de la machine. 0. Alors je trouve qu'il y a un petit ton en fait, mais comme pour la femme de ménage, qui un petit ton un peu enlevé, ironique, qui donne envie. Donc je comprends que ça puisse plaire. Donc paf, ajouté. Le royaume de Kensuke de Michael Morpurgo aux éditions Folio Junior. Michael Morpurgo, j'ai acheté un de ses bouquins en occasion qui était un truc dans le cycle du roi Arthur. Je sais plus au sujet de qui. La couverture est sublime. Elle est très très belle. C'était une édition Gallimard Jeunesse à l'origine. Ah, c'est traduit. C'est une illustration de François Place et je n'ai pas compris qui est le traducteur par contre. Traduit de l'anglais par Diane Ménard. Peggy Sue. Oh. J'ai disparu la veille de l'anniversaire de mes 12 ans, le 28 juillet 1988. Aujourd'hui seulement, je peux enfin raconter toute cette histoire extraordinaire, la véritable histoire de ma disparition. Kensuke m'avait fait promettre de ne rien dire, rien du tout, jusqu'à ce que 10 ans au moins se soient écoulés. C'était presque la dernière chose qu'il m'a dite. J'ai promis, et j'ai dû vivre dans le mensonge. J'aurais pu laisser dormir les mensonges assoupis, mais plus de 10 ans ont passé maintenant. Je suis allée au lycée, à l'université, et j'ai eu le temps de réfléchir. Je dois à ma famille et à mes amis, à tous ceux que j'ai trompés si longtemps, la vérité sur ma longue disparition, sur la façon dont j'ai survécu après avoir échappé de justesse à la mort. Mais j'ai aussi une autre raison de parler, une raison bien meilleure. Kensuke était un grand homme, un homme bon, et il était mon ami. Je veux que le monde le connaisse comme je l'ai connu. Oh, ça donne envie, il écrit bien. Eh bien, est-ce que je suis une grosse rageuse? Dans le panier Fnac, nous avons Giovanni Falcone, Un avenir radieux, Tout le monde aime Clara, La Psy et Le royaume de Kensuke. C'est un total de 99,35 € parce qu'on n'est que sur du grand format. Top occasion chez Gibert Joseph. Gibert Joseph, donc peut-être plus pour ceux qui habitent en France, je vous conseille cette boutique. Moi j'y trouve toujours des choses. Je fais généralement des commandes de 30-35 euros. Comme pour les autres, je ne prends pas de livres que j'ai déjà mis dans des paniers ailleurs. Pas de suite, et que des romans. On a une occasion qui est je pense que c'est une sortie récente. Ta promesse de Camille Laurence aux éditions Gallimard. Ah ah ah. Je n'ai pas bon, bah j'ai pas en fait j'ai pas le début. Donc ça va se jouer sur le site de Gibert, ça va se jouer au 4e. Au moment où s'ouvre ce livre, je romps une promesse. Lorsque je l'ai faite, c'est idiot, j'étais sûre que je la tiendrais. Enfin, idiot, je ne sais pas. La moindre des choses, quand on fait une promesse, n'est-ce pas d'y croire? Que s'est-il passé avec son compagnon pour que la romancière Claire Lancel doive se défendre devant un tribunal? Au fil du récit, elle raconte comment elle s'est peu à peu laissée entraîner dans une histoire faite de manipulation et de mensonges.
Dans ce roman haletant comme un thriller, Camille Laurence questionne le narcissisme contemporain, l'absence d'empathie et se demande comment sauver l'amour de ses illusions. Elle nous invite à le célébrer et à le vivre au-delà des promesses trahies. Ça me donne pas envie. Il n'a jamais été trop tard de Lola Lafont, donc 4e de couverture, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Ce livre est une histoire en cours, celle d'un hier si proche et d'un demain qui tremble un peu, ce présent qui bouscule, malmène, comment l'habiter, dans quel sens s'en saisir. Comme il est étroit, cet interstice-là, entre hier et demain, dans lequel l'actualité nous regarde. Elle reflète le monde, mais aussi des événements minuscules en nous, des souvenirs, des questions, des inquiétudes. Ces pages ne sont pas le lieu d'un territoire conquis, d'un territoire marqué de certitudes. Ce livre est l'histoire de ceux qui nous traversent, une histoire qu'on conjuguerait à tous les singuliers. Alors visiblement, c'est Lola Lafont qui a dû écrire ce 4e de couverture. On est chez Stock. Je trouve que le début est joli, mais ça me botte pas non plus spécialement. Les influentes de Adèle Bréau aux éditions J.C. Lattès, Jean-Claude Lattès. Qui aurait pu prédire le destin d'Anne, mère au foyer passionnée de couture, qui propose ses créations en ligne le jour où une star planétaire apparaît, portant une de ses combi-shorts. Certainement pas Blanche, patronne du magazine féminin Attitude, revenue de tout et de tous, pressurisée par ses actionnaires chinois et déterminée à dissimuler ses fêlures, peut-être davantage Myrtille, jeune styliste bourrée de talent et convaincue que les réseaux sociaux sont le nouvel Eldorado du secteur. À travers ses portraits de femmes de Viroflay à New York, des couloirs de l'école à ceux du Ritz, ce sont les affres et les joies de la mode, de l'influence et de la vie tout court que dépeint comme personne Adèle Bréau. Grâce à ce cadre qu'elle connaît par cœur, elle explore une nouvelle fois les thèmes qui lui sont chers. L'amour, la sororité, le choc des générations et la difficile conciliation de toutes nos envies. Pas envie. Le sang des innocents de S.A. Cosby. Les top ventes, là, c'est sur de l'occasion, ça va mélanger à la fois du poche et du grand format. On est chez Pocket pour Le sang des innocents de S.A. Cosby. La nouvelle grande voix du roman noir américain. Le Sud n'a pas changé. Ce constat, Titus Crone y est confronté au quotidien. Ancien agent du FBI, il est le premier shérif noir à avoir été élu à Caron County, la terre de son enfance. Mais pour la communauté qu'il a juré de servir, la ligne Mason-Dixon existe toujours bel et bien, et Caron County est au sud de celle-ci. Et si l'élection de Titus a fait la fierté de son père, elle a surtout provoqué la colère des Blancs, qui ne supportent pas de le voir endosser l'uniforme, et la défiance des Noirs, qui le croient à la solde de l'oppresseur. Bravant les critiques, Titus tente de faire régner la loi dans un comté rural frappé par la crise des opioïdes et les tensions raciales, jusqu'au jour où Latrell, un jeune noir, tire sur M. Sperman, le prof préféré du lycée, avant de se faire abattre par la police. Fanatisme terroriste, crient les uns, énième bavure policière, ripostent les autres. À mesure que les dissensions s'exacerbent, Titus est lancé dans une course contre la montre pour découvrir la vérité. Eh ben si. Moi, ça me dit bien parce qu'en fait, j'aime bien les thématiques autour du racisme, de l'intolérance sur ces questions-là. Particulièrement dans le sud des États-Unis, je sais pas pourquoi, ça m'a toujours intéressée. Je sais pas pourquoi. Vous parlez de mon fils de Philippe Besson aux éditions Julliard. Je vous demande de vous mettre à notre place, un instant, rien qu'un instant. Votre enfant vient vous raconter l'humiliation, la persécution, le bannissement. C'est votre fils, votre fille, il a 12 ans, elle en a 8 ou 14. C'est la chair de votre chair, ce que vous avez de plus précieux au monde. C'est l'être que vous devez protéger, défendre, soutenir, aider à grandir. Et il vient vous avouer cela. Vous y êtes? Vous la devinez, votre stupéfaction, votre culpabilité, votre douleur, votre colère? Ça vous envahit, pas vrai? Ça vous submerge, ça vous dépasse, ça vous anéantit? Et ça, ce n'est que le début, que les toutes premières minutes. Là, en fait, je me dis, soit on est sur une histoire de harcèlement d'un enfant
primaire, collège ou lycée, soit c'est une histoire de coming out. Et ben, ça ne donne pas spécialement envie. Je sais pas du tout. Je sais pas si ça va aborder les questions de genre, par exemple. Mais si c'est pour avoir un parent qui est traumatisé parce que son enfant fait un coming out, bof, parce qu'on se dit que il va y avoir de la résistance, que je sais pas. Et si c'est des histoires de harcèlement, j'ai pas envie. Donc non merci. Ensuite, nous avons Westwell, c'est un tome 1 de Lena Kiefer. On est aux éditions Knox Albin Michel. Ça sent la romance à plein nez. C'est une traduction de Laurence Assui. Séparés par des familles ennemies, ils ne devraient pas s'aimer et pourtant. 2 ans qu'Helena Weston n'est pas retournée à New York, 2 ans que sa sœur Valérie et le petit ami de celle-ci, Adam Caldwell, ont été retrouvés morts après une nuit de fête et d'excès. À l'époque, Helena n'avait pas eu le courage d'affronter la haine de la famille Caldwell. Aujourd'hui, elle n'a qu'un objectif, laver la réputation de sa sœur. Mais dans sa quête de la vérité, elle se heurte à l'implacable Jessiah, le frère d'Adam. Helena sait qu'elle devrait le détester, et pourtant il éveille en elle des sentiments contre lesquels elle ne se sent pas capable de lutter. Oh, Nuit blanche, Bernard-Henri Lévy, on est aux éditions Grasset. Oh, le truc est énorme. Je lis pas tout, c'est trop long. Alors, BHL, c'est pas spécialement un gars. C'est pas que je l'aime pas. C'est pas que je l'aime non plus. C'est qu'il m'intéresse pas spécialement. On se souvient de la légende de la gravure de Goya. Le sommeil de la raison engendre des monstres. Bienvenue chez les monstres. Au fil de 5 chapitres entrecoupés eux-mêmes de fragments comme autant d'éclats d'un temps suspendu, circulaire, où se perd la notion même du temps, voici le bestiaire de la nuit d'un insomniaque qui laisse s'écouler à ciel ouvert le flux de conscience de ses pensées, rêveries, souvenirs, portraits, cauchemars éveillés, associations d'idées cocasses, poétiques ou graves. L'homme ne parvient plus à dormir parce qu'il en a trop vu, parce qu'il hait le sommeil et le redoute comme la mort, parce qu'il ne supporte pas de ne plus être en contrôle, parce que ce temps perdu pourrait mieux être mis à profit pour d'autres recherches, parce qu'il est devenu l'esclave d'un cocktail de somnifères qui tue en lui la faculté du rêve. Ceux qui croient connaître la caricature publique du personnage BHL seront surpris par cet autoportrait d'une vie intérieure en ébullition où se consigne méticuleusement le jaillissement d'un inconscient qui ne tarit jamais. Bien, voilà, non. Ah. Mon cœur a déménagé de Michel Bussy. On est aux éditions Pocket. Mon cœur a déménagé est à la fois un récit initiatique, un roman d'amour et d'amitié, une vaste enquête s'étirant sur plus d'une décennie et bien entendu une intrigue à twist par le maître du genre. Papa a tué maman. Rouen, avril 1983. Ophélie a presque tout vu du haut de ses 7 ans. Mais son père n'est pas le seul coupable. Un autre homme aurait pu sauver sa mère. Dès lors, elle n'aura plus qu'un but, retrouver les témoins, rassembler les pièces du puzzle qui l'amèneront jusqu'à la vérité, et patiemment accomplir sa vengeance. Enfant placée en foyer, collégienne rebelle, étudiante évoluant sous une fausse identité, chaque étape de la vie d'Ophélie sera marquée par sa quête obsessionnelle et bouleversante. Ça me cause plus. Et là, on peut dire merci à Monsieur Carl Pinault de m'avoir fait découvrir de super polars, parce que ça me donne envie d'en lire plus. L'âge fragile de Donatella di Pietrantonio. On est aux éditions Albin Michel, c'est un grand format. Lucia n'a jamais quitté son village des Abruzzes. Pourtant, 30 ans plus tôt, elle y a été témoin d'un crime terrible. Décidément, Gibert, les top ventes, c'est du thriller, hein, ou du polar, ou du policier. Aujourd'hui, sa fille Amanda, partie étudier à Milan, est de retour auprès d'elle, mais la jeune femme ne quitte pas sa chambre et s'enferme dans un silence inquiétant. Impuissante face à la détresse d'Amanda, Lucia est soudain confrontée à ses souvenirs douloureux. Le drame qu'elle a tout fait pour oublier ressurgit, entre passé et présent. Le roman de Donatella di Pietrantonio explore la fragilité des relations familiales et le lien puissant avec cette terre des Abruzzes où se mêlent la beauté et la sauvagerie de la nature. Ce roman exceptionnel est devenu un phénomène en Italie en recevant
à la fois le prix Strega et le prix Strega Giovanni, équivalent respectif du prix Goncourt et du prix Goncourt des lycéens. C'est une traduction de Laura Brignon. J'ai pas envie. Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour. On est chez Folio Poche. Ali te fascinait. Il y avait chez lui une liberté absolue, une absence de calcul, une exaltation du présent. Il n'était lié par aucun passé et ne concevait pas l'avenir à travers les mêmes contraintes que toi. Il se contentait de vivre, et tu te surprenais parfois à espérer que vivre serait contagieux. Dans le Caire des années 80, Tarek est un jeune homme à l'avenir tout tracé. Après avoir repris le cabinet médical de son père, il s'apprête à épouser Mira, son amour de jeunesse. Mais en ouvrant un dispensaire dans le quartier défavorisé du Mokatam, Tarek fait la connaissance d'Ali. Cette rencontre inattendue ne tarde pas à ébranler ses certitudes. De l'Égypte au Canada, ce roman, fait de dévoilements successifs, nous entraîne à la suite d'un homme en quête d'une vérité aussi brûlante que libératrice. J'ai l'impression qu'on va parler d'homosexualité et d'homosexualité au Maghreb, ce que je trouve quand même plutôt intéressant, pour voir un peu la manière dont il traite la situation, tout simplement. Bon, ça me fait 3 dans le panier. Impardonnable de Mathieu Ménégo aux éditions Roman Grasset. 2 récits, 2 voix, 2 ennemis a priori. Lui s'appelle Paul Dufourc. Jusqu'à peu, il avait une situation, une famille. Un grand appartement dans le 16e arrondissement de Paris, une vie. Mais un soir, il rentre en voiture après avoir bu, renverse un jeune homme à scooter et prend la fuite. L'accident tue l'adolescent et envoie Paul derrière les barreaux d'une prison. Elle s'appelle Anna. Elle a perdu sa fille, Lucie, dans des circonstances similaires, mais son coupable à elle s'en est sorti avec un bracelet électronique. Depuis, Anna va de rage en peine. La justice les a broyés tous deux, murant l'une dans la colère et l'autre dans la culpabilité. Pour les aider, on leur propose de participer à une autre forme de justice, dite restaurative. Anna devra rencontrer Paul, l'écouter, lui parler. De son côté, Paul pourra enfin s'excuser. Mais peut-on accorder son pardon à celui qu'on ne hait que par procuration? Et peut-il affranchir de la culpabilité? On suit d'abord à tour de rôle les récits séparés d'Anna et Paul, revivant avec eux leur histoire, du procès au mur de béton ou de rage entre lesquels ils vivent depuis 2 ans, jusqu'à leur rencontre, point d'acmé de ce roman tendu comme une corde sur laquelle Mathieu Ménégo, funambule attentif, évolue pour nous faire éprouver les sentiments qui rongent ses personnages. Honte, rage, peur et désir de vengeance, et éclairer aussi bien les impasses d'une justice qui punit que les espoirs d'une autre appelant au pardon. Un roman poignant que la tendresse habite. Ça me donne vachement envie. Ce qui fait 4. Devenir zéro d'Anthony McCarten. Si vous aviez 2 heures pour disparaître, que feriez-vous? Aux éditions J'ai lu. La mission Objectif Zéro est simple. Les 10 participants de ces bêta-tests ont 2 heures pour disparaître des radars. Si au bout de 30 jours, ils ne sont toujours pas repérés, ils empochent 3 millions de dollars. Facile? C'est compter sans les agents de Fusion, l'une des entreprises les plus innovantes au monde, qui sont lancés à leur trousse. Drones, algorithmes prédictifs, systèmes de reconnaissance faciale et détecteurs de mouvement. Si Fusion réussit son pari, elle obtiendra l'aval de la CIA pour lancer une application révolutionnaire de surveillance des citoyens. Kathleen, une bibliothécaire en apparence tout à fait banale, a été sélectionnée pour devenir un de ces 10 zéros, ainsi que Fusion surnomme les concurrents. À quelques minutes du lancement, elle se répète le plan qu'elle a préparé. Il faut que cela marche, car elle est bien déterminée à remporter la victoire. C'est une traduction de Frédéric Brumand. Ça me donne envie, paf dans le panier. Bon, j'ai un peu triché sur le site de Gibert parce qu'en fait, il y a toujours un petit temps de latence entre le fait qu'un livre d'occasion ne soit plus disponible et que ça passe du coup en neuf. Donc vous pouvez pas mettre le non disponible d'occasion dans votre panier. Ce qui fait que là, j'ai un panier de 5 livres pour un total de 47,50 €. Donc j'ai Devenir zéro, Impardonnable, Ce que je sais de toi, Mon cœur a déménagé et Le sang des innocents. Donc comme je vous l'ai dit, c'est juste pour mettre dans le panier. Je ne vais pas faire de commande.
j'en garde une trace. À l'origine, c'était plus pour voir comment un prologue ou un premier chapitre, comment les premiers mots d'un roman peut me donner envie à moi de l'acheter. Sachant que moi, je suis pas forcément, je pense, je ne suis pas comme tout le monde, telle une héroïne de roman young adulte. Et bon, ça c'est pour la petite plaisanterie. Je le sortirai à chaque fois parce que je trouve ça drôle. Mais je suis peut-être au final un petit peu comme tout le monde parce que j'ai quand même, j'ai pas tant que ça fouillé. Et c'est pas par flemme, hein, c'était vraiment sincère. Donc, comme je vous ai dit, j'avais rien de lu, de... J'ai plein de petits bouts de vidéos qui sont en route, qui sont pas terminés à mon sens, autant en écriture qu'en lecture. Et bah, pour demain, j'avais rien lu d'avance, donc j'ai préféré faire un truc comme ça qui ne soit pas un énième book haul, parce que le dernier book haul, il est assez récent, il me semble. La semaine dernière, non? Exactement, un book and haul. Donc, je préférais faire autre chose, peut-être un peu tourner sur, pas forcément les sorties, mais ce qui fait un petit peu l'actualité. Et comme ça, vous avez une petite idée de ce qui se vend et de ce qui me plaît aussi, ce qui n'est pas forcément le truc le plus intéressant au monde. Euh, la semaine prochaine, si je n'ai pas le temps d'avoir lu plus, parce que là, les cours, ça va être un peu plus tranquille, mais j'ai les comités de lecture qui se lancent, donc il va falloir que je m'y mette. Et la formation aussi qui continue. Il est peut-être possible que je fasse un truc autour de un genre de bookshelf tour, donc un petit tour de ma bibliothèque, mais de manière un petit peu ludique, un peu sur ce mode-là, en fait. C'est que je vais dépoussiérer, lire le début des romans et ceux qui me tiltent le plus, peut-être juste sur les 5 premières phrases, je vous les présenterai. Et faire quelque chose comme ça, étagère par étagère, donc il y a moyen d'en faire 8 épisodes. Donc c'est un peu qu'est-ce que Nora elle a dans sa bibliothèque, mais aussi qu'est-ce qu'elle a lu dans sa bibliothèque. Donc, et comme ça, je fais les poussières. Allez, je vais vous souhaiter un très bon mercredi. À samedi pour les contes d'Andersen, et merci beaucoup d'ailleurs de les lire si nombreux. Et à dimanche pour ceux qui sont sur les hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. On continue, on continue. Et à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Et peut-être que je vais réussir à boucler quelque chose au niveau de l'écriture. J'arrive pas à écrire encore pour le moment, mais il y a peut-être des trucs qui peuvent bouger. Je vous en dis pas plus. Salut, passez un très bon mercredi.